Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On va peut-être laisser tout le monde se connecter tranquillement. Bonjour. Alors, bienvenue à ce webinaire proposé donc par l'IFJR. Donc là, on a souhaité vous proposer un retour d'expérience sur une mesure que nous avons accompagnée, Mounia et moi, sur les 2 dernières années. Une mesure assez novatrice puisque à mi-chemin entre les mesures que nous avons l'habitude de mettre en place et donc une mesure que nous appelons soit le dialogue victime-auteur non lié ou plus communément appelé médiation restaurative indirecte. Donc le webinaire va durer jusqu'à 13h30. Nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vos micros sont coupés. C'est normal, c'est pour que pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec notre présentation. Donc n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat et puis nous aurons l'occasion d'y répondre après. Nous aurons également une foire aux questions que nous allons vous transmettre à l'issue. Et puis surtout vous dire que ce webinaire est enregistré puisqu'il sera publié par la suite sur YouTube. Donc vous aurez accès à à ce webinaire à nouveau dans une semaine à peu près. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je suis Déborah Caicedo, coordinatrice de l'Institut, donc à l'Institut français pour la justice restaurative. Et aujourd'hui, j'aurai donc le plaisir de vous partager donc cette expérience en tant qu'animatrice, mais surtout en tant que co-animatrice, puisque cette expérience a été menée avec Mounia. Mounia, je te laisse te présenter. Merci Déborah. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire. Donc Mounia Bellala, moi je suis CPIP, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'antenne de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Et je suis formée à la justice restaurative, donc c'est pour ça que j'ai pu animer la médiation dont on va vous parler aujourd'hui. Merci Mounia. Et donc effectivement, ce webinaire donc, il traite sur cette expérience, cette expérience de médiation indirecte. Alors on l'a proposé puisque ces derniers mois, nous avons reçu beaucoup de sollicitations de la part de professionnels qui s'intéressent de plus en plus à cette mesure. Donc l'idée étant de pouvoir vous partager cette expérience et aussi mettre l'accent sur, je dirais, les particularités techniques de cette mesure. Vous dire également en préambule qu'effectivement enfin, nous allons vous partager ces particularités techniques. Néanmoins, la posture est la même et les outils et les techniques utilisées sont les mêmes que celles que l'on retrouve pour la médiation restaurative. Et enfin également vous dire qu'ici, pour préserver l'anonymat des personnes, mais également la confidentialité des échanges, nous n'allons pas aborder les affaires. Donc nous n'allons pas dire ce qui s'est passé pour la personne auteur et pour la personne victime. Et de la même façon, donc nous allons rester assez global. Et de la même façon, nous n'allons pas vous partager leurs prénoms. Donc, nous allons tout au long de ce retour d'expérience les identifier en tant que personnes auteurs et personnes victimes. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on commence donc avec ce retour d'expérience. Mounia, est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer d'où arrive cette demande de médiation restaurative indirecte? Mm. La demande, elle nous est transmise par des collègues du SPIP, du service pénitentiaire de Mâcon, qui est aussi une antenne de milieu ouvert. C'est la victime, en fait, qui les contacte parce qu'elle a entendu parler de justice restaurative et elle aimerait avoir des informations sur les dispositifs, sur ce qui se fait éventuellement en Saône-et-Loire. Au moment où elle nous contacte, moi, je suis la seule qui est formée aux médiations sur le département. Depuis, ça a bien évolué. On a eu pas mal de renforts. Mais à l'époque, je suis toute seule. Donc, on voit avec l'IFJR si éventuellement on pourrait pas avoir quelqu'un en soutien. Et c'est à ce moment-là que Déborah peut intervenir et peut co-animer avec moi cette médiation restaurative-là.
La victime nous dit tout de suite qu'elle ne souhaite pas rencontrer les auteurs de son affaire. Elle nous explique les faits et on l'a rencontrée du coup ensemble pour la première fois en mai 2023. Donc c'est là que tout commence vraiment officiellement au niveau de la préparation et de tout le travail de médiation restaurative. On fait un peu le point sur ses attentes, on réexplique évidemment ce qu'est la justice restaurative, dans quel cadre on intervient. Voilà, que vous dire d'autre? On lui explique que comme c'est une médiation indirecte, potentiellement, ça peut prendre du temps de trouver un auteur qui corresponde à ces critères, mais que potentiellement aussi, il peut ne pas y en avoir. C'est cette particularité-là aussi, la temporalité n'est peut-être pas forcément la même. On peut parfois, dans les médiations directes, avoir des difficultés tout simplement pour joindre l'auteur. Là, l'auteur n'étant pas prédéfini, on l'a averti que ça ne pouvait peut-être rien donner. Donc, c'est aussi le temps de préparation qui a été nécessaire pour pouvoir expliquer tout ça et bien accompagner tout ça. Voilà pour le contexte. Oui. Et donc effectivement, il y a un élément hyper central, c'est l'incertitude de cette demande, en tout cas de l'avenir de la demande, parce que donc dispositif assez hybride où ça nous demandera donc et ça nous a demandé de d'aller chercher des personnes auteurs euh, avec qui il pourrait échanger. Oui, donc ça a été, je dirais aussi un de nos enjeux au sein de cette médiation indirecte. Mounir, est-ce que tu peux nous rappeler les attentes de cette personne victime? Ouais. Donc la victime, ce qu'elle voulait avant tout, c'était bon, rencontrer un auteur et c'était surtout de pouvoir voir au-delà de l'infraction qui avait été commise. C'était de remettre un peu d'humanité et de relationnel malgré une infraction parce que elle avait vécu un peu le procès comme justement un espace où même si ça parle de personnes, l'être humain n'a plus sa place, n'avait pas sa place en fait pendant toute la procédure. Donc c'était en priorité ce point-là qui était vraiment important pour lui, remettre un peu d'humanité dans les échanges, même si en face on a un auteur, même si en face on a une victime. C'était sa première attente. Mm. Je dirais aussi l'attente la plus, pas la plus importante, mais celle qui pour lui était assez importante, c'est-à-dire voir l'autre attente, et donc se pose la question de eh bien, quel auteur on va pouvoir lui proposer. Et donc avant même d'aller chercher un auteur, puisque des auteurs, il y en a beaucoup, hein, je pense que le service, le site peut le dire, il a fallu identifier quel autre auteur. Et donc vient le moment où avec la personne victime, on commence à se poser la question, en tout cas on lui pose la question de ce qui pour lui serait important dans le profil de l'autre. Et donc on commence à identifier ce qu'on appellerait techniquement des critères de rattachement, d'appariement. Et donc la personne victime, à l'issue de plusieurs entretiens, conclut avec le fait que, en termes de genre, ce serait plutôt un homme. On questionne l'âge, donc là, en l'espèce, il n'y avait pas vraiment pas vraiment d'importance par rapport à l'âge. Questionne aussi l'ancienneté des faits. Est-ce que ce serait plutôt des faits dits anciens? Si oui, qu'est-ce que ça signifie ancien? Donc on questionne tout ça. On questionne aussi le stade procédural dans lequel se trouverait la personne auteur. Donc de reconnaissance des faits, est-ce qu'on serait sur une reconnaissance totale ou bien partielle? Également, la personne victime, donc ici à l'origine de cette initiative, nous explique que pour elle, c'est important que l'auteur soit dans une démarche de réflexion, notamment quant aux répercussions de son acte, qu'il se soit excusé ou bien qu'il ait envie de s'excuser, qu'il soit prêt à écouter une victime, ses ressentis, les conséquences de l'acte, le déroulement aussi des faits pour la personne victime. Et aussi, il nous explique que c'est important pour lui que l'auteur se souvienne des faits qui ont été commis. Donc ça, c'est par rapport au profil. Et ensuite, par rapport à l'infraction, euh, alors il y a plein de thématiques d'infraction. Et donc, nous,
on se pose la question de qu'est-ce qui pour lui, pour la victime serait important. Et donc la victime, la personne victime n'identifie pas une thématique en particulier, mais en tout cas estime que pour lui ce qui est important, c'est qu'il y ait eu une infraction volontaire, donc un premier acte volontaire, avec des conséquences involontaires. Et donc avec notamment des conséquences liées à des blessures graves ou bien d'un décès de la personne victime. Donc on part avec ces éléments, ces éléments-là qui du coup nous permettront par la suite avec Mounia d'aller chercher des auteurs qui d'une part seraient intéressés par la justice restaurative, surtout par le dispositif de la médiation indirecte, et intéressés du coup et correspondant à ces critères, en tout cas à ces éléments qui avaient été aussi identifiés. Et donc ça c'est le volet recherche de la personne auteur, les critères. Et donc, on se pose aussi la question de bah, qu'est-ce que nous, si on va pouvoir donner comme élément de cette personne victime aux personnes auteurs. Et là, Mounia, peut-être que tu peux nous dire ce que la personne victime nous a autorisé à communiquer. Ouais. Donc là, la victime, elle nous dit qu'elle est d'accord pour qu'on partage son âge, qu'elle est d'accord pour qu'on partage son genre, la nature de l'infraction qu'il a subie, et un peu le pourquoi de sa demande, l'origine de sa demande. Dans les grandes lignes, l'idée, c'était pour lui de pouvoir échanger avec un auteur sur le sens un peu de la peine, de la réparation, et puis les conséquences pour chaque partie, pas juste pour la victime, mais aussi pour l'auteur, et aussi éventuellement pour leurs proches. Donc ça, il était d'accord pour qu'on le transmette et qu'on le présente comme ça. Et donc, finalement, on reste sur des éléments assez factuels, Mm. on ne va pas vraiment dans les détails. Et donc, Mounia, on a ces éléments, et on sait ce qui est important, ce qu'on est autorisé à partager. Et donc là arrive le moment où eh bien, il faut chercher une ou des personnes auteurs. Et donc, pour ça, l'avantage quand on bosse en service pénitentiaire, c'est que justement, on a un petit réseau d'auteurs sous la main. Et à Chalon-sur-Saône, on a pas très loin de chez nous, il y a le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand qui comprend un centre de détention, donc avec des peines qui peuvent être beaucoup plus longues et donc des faits qui pourraient éventuellement correspondre à ce que la victime souhaitait. Donc, on contacte d'abord les collègues du centre pénitentiaire de Varennes, en étant quand même aussi au milieu ouvert de Chalon-sur-Saône et de Mâcon, au cas où quelqu'un aurait commis ce type de fait, mais serait quand même toujours suivi par le service. On n'a malheureusement pas de candidat à ce moment-là. On relance une seconde fois au cas où les collègues auraient eu le temps entre-temps d'échanger, d'en parler, de présenter aussi. À côté, il y a aussi des informations sur la justice restaurative qui se font. Donc, bon, on essaye quand même de relancer une seconde fois. On ne trouve malheureusement pas de candidat à ce moment-là, donc on se dit qu'on va peut-être étendre sur la DI de Dijon et éventuellement du côté de Lyon. Ça, quand se dit qu'on va devoir étendre, on fait d'abord un point avec la victime pour lui expliquer, voilà, là, malheureusement, sur notre département, on n'a trouvé personne, personne n'a pu avoir un profil qui correspondait aux attentes. Donc, est-ce que la victime est d'accord pour qu'éventuellement on étende nos recherches de façon géographique, sachant que ça pouvait induire pour lui un déplacement. Et donc là, on voit avec lui bah, quel type de déplacement il est prêt à faire, jusqu'où il est prêt à aller en termes de temps et en termes de distance. Donc là, on fait le point avec lui. Il nous donne ses critères à lui pour se déplacer. Il n'est pas contre, mais bon, évidemment, l'idée, c'est pas de lui faire 6 heures de route. Pardon. Et là, on oriente, on est en contact les collègues du service pénitentiaire de Roanne qui bossent en centre de détention, donc aussi des peines longues. Il y a du temps forcément à chaque fois qui se déroule, le temps qu'on contacte les collègues, qu'on ait des retours. La victime, elle est informée à chaque étape. À chaque fois qu'on a des démarches, en fait, on l'avertit, voilà où on en est, on a eu des réponses, on n'avait pas de réponse. On va solliciter ailleurs et à chaque fois, on l'avertit, on va revenir vers toi dès qu'on aura du nouveau et on va continuer quand même la préparation de toute façon avec lui au fil des mois. Voilà. Je te laisse parler des collègues de Rouen. Oui, ouais. Et donc, effectivement, il y a des semaines qui s'écoulent et un jour, on reçoit deux orientations de la part de conseiller pénitentiaire, donc de CEPIP, du CD de Roanne, et qui nous informe qu'il y a deux personnes auteurs qui
seront éventuellement intéressés. Et donc, on a accès donc à nouveau à très peu d'éléments, en fait, à très peu d'éléments, à savoir qu'il y a une personne qui a été condamnée pour un homicide routier involontaire aggravé, notamment parce qu'en situation de récidive et parce que la personne avait consommé des substances. Donc ça, c'est la première information que l'on a au sujet de ce premier potentiel auteur participant. Et puis ensuite, on a une autre orientation, et cette fois-ci, c'est un auteur qui a été condamné pour des violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et donc on reçoit ces deux orientations, on nous indique que ces personnes seraient intéressées, qu'elles ont eu accès à l'information de ce dispositif, donc à mi-chemin entre les rencontres en groupe, la médiation directe, et qu'elles sont intéressées. Donc à partir de là, nous, on reprend contact avec la personne victime, on le rencontre à nouveau, et puis on l'informe de ces deux orientations. Et donc, on lui présente les éléments, donc les peu d'éléments que l'on a. Et donc là, il se trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Soit la personne victime, elle est intéressée, elle s'intéresse à ces deux profils, donc ce qui suppose, ce qui aurait pu supposer ben, deux préparations, deux éventuelles rencontres. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit elle est intéressée par aucun des profils, soit, et donc on s'arrête là, soit, dernière option, il y a un des profils qui l'intéresse. Et donc on prend le temps, la personne victime, elle donne pas son, voilà, elle prend le temps de réfléchir, elle donne pas tout de suite sa décision, elle prend le temps, voilà, de se dire finalement, au regard de ces peu d'éléments que je possède, comment est-ce que je peux m'envisager dans un échange. Et en fin de compte, elle nous explique que son souhait, donc il y a ce que tu disais, Mounia, cette envie de pouvoir parler, de remettre de l'humanité, mais il y a vraiment la volonté de pouvoir parler avec quelqu'un en capacité de se projeter et de réfléchir aussi sur les faits qui ont été commis. Et donc, elle se dit, au fur et à mesure, que finalement, se projeter dans un échange avec l'auteur qui a donc commis cet homicide routier en situation de récidive et en ayant consommé des substances, se dit que finalement, serait peut-être pas en accord, enfin voilà. Peut-être qu'en termes de projection, de réflexion, peut-être que c'était plutôt. Elle s'est dit que c'était plutôt vers l'autre personne, vers qui elle souhaitait s'orienter. Et donc, comme ça, naturellement, on décide finalement donc, de s'orienter vers donc, la personne ayant commis pour rappel les violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et on décide du coup, un an après notre première rencontre avec la personne victime, de rencontrer cette personne auteur en août 2024 au centre de détention de Roanne. Mounia, tu veux peut-être dire comment s'est passé Ouais. Donc là, on rencontre l'auteur, on se rend au centre de détention de Roanne avec évidemment l'appui technique, logistique des collègues sur place qui nous facilitent l'accès à la détention, qui nous permettent d'avoir toutes les autorisations nécessaires, qui préviennent évidemment l'auteur de notre venue, de la date, de l'heure, le bureau d'entretien réservé au parloir avocat. Enfin, vraiment, tout a été facilité par les collègues de Rouen et on les en remercie. On les remerciera encore, je pense, au cours du webinaire et sans doute après. Mais ça a été assez fluide en termes de logistique, ce qui aurait pu être lourd au départ. Finalement, c'est fait assez simplement grâce à leur soutien. On tenait quand même à le redire aujourd'hui. On le rencontre donc pour la première fois en août 2024. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'en plus les collègues ont été soutenants dans le sens où ils ont informé de la personne auteur de ce qu'était la justice restaurative, de comment ça fonctionnait. Donc c'est vrai que quand on arrive, ça nous permet d'entrer assez rapidement dans le vif du sujet avec la personne auteur, sans finalement trop de questions. On a apporté des précisions, mais il y a une grosse partie du travail d'information qui avait déjà été faite par les collègues. Voilà, quoi dire d'autre peut-être évoquer les particularités à ce stade, puisque, donc là, pour rappel, on rencontre cet auteur, on se rend compte rapidement que voilà, il est intéressé, il est volontaire. Donc après, l'étape qui suit, c'est la préparation. Mais donc, à ce stade, ce qu'on identifie comme particularité de cette médiation restaurative indirecte, euh, c'est qu'il n'y a pas de demande à porter.
telle qu'on la retrouve en médiation restaurative dite classique, puisque pour rappel, euh, lorsqu'on est sur une médiation restaurative classique ou directe, on va avoir une personne qui est à l'origine, donc il y a deux personnes liées par la même affaire, ces deux personnes vont être amenées à échanger, à dialoguer, mais donc à un moment donné, il y a une demande qui est portée au destinataire de la demande de médiation. Et donc ici, c'est une particularité que l'on ne retrouve pas, ou en tout cas, nous, on a fait le choix avec Mounia de ne pas élaborer autour d'une demande apportée, considérant voilà, que c'était des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'étaient non plus pas liées par la même affaire. C'est peut-être la première particularité que l'on peut évoquer. Et puis la deuxième, ce sont ces critères, alors dits de rattachement, d'appariement. En réalité, c'est ces critères qui sont importants finalement pour les personnes, pour qu'elles puissent s'envisager dans un échange constructif, ou en tout cas un échange qui aurait du sens pour elles. Donc voilà, c'est ça les particularités. Donc, maintenant, on a donc une personne victime qu'on a rencontrée, ça fait à plusieurs reprises, et puis cette personne auteur qui nous dit être intéressée. Donc à partir de là, commence tout le volet de préparation vraiment à cet échange. Là, au niveau de la préparation, comme la particularité, c'est qu'ils ne se connaissent pas et que l'affaire n'est pas la même et que potentiellement les faits sont différents, nous, on fait le choix de ne pas aller dans les détails au niveau des faits. L'infraction est connue par chacun, ça, on l'a partagé. Par contre, dans le détail des faits, on a donné très peu d'informations, c'était volontaire dès le départ. Donc la préparation, forcément, s'est concentrée sur énormément d'exploration. On a ratissé large dans ce qui avait pu se passer pour essayer de les préparer tous les deux au mieux à leur rencontre. Euh, les détails que nous, on pouvait avoir, on les a pas forcément partagés, mais évidemment, on s'est servi de ça comme dans le cadre d'une médiation classique pour les préparer. On leur a demandé comment ils voulaient s'appeler l'un l'autre pendant la rencontre, si on utilisait le prénom, si on utilisait un pseudonyme, comme on fait par exemple dans les rencontres en groupe, ça c'est quelque chose qu'on utilise. Mais c'est vrai que ça a été un moment important qu'ils nous disent tous les deux qu'ils étaient d'accord pour l'utilisation de leur prénom. Ça a permis pour chacun dans la préparation aussi d'avoir un point un peu plus concret, ce qui tranchait un peu avec toutes les explorations qu'on pouvait faire très larges, où parfois ils savaient pas trop où on allait avec nos questions. Ça, ils ont pu nous le renvoyer. Mais ils avaient quand même ce point d'ancrage à se dire, OK, j'ai le prénom de la personne que je vais rencontrer, même si autour il y a beaucoup de flou, parce que je ne sais pas où elles veulent aller avec toutes leurs questions. Mm. Mais on vous rassure, on nous a quand même dit à l'issue que qu'ils avaient compris du coup pourquoi 8 mois avant pourquoi le sens de notre question? Mais juste, je veux peut-être préciser quelque chose, c'est que effectivement, on a fait le choix de ne pas donner le détail des faits concernant l'affaire de chacun. Ça a été un choix. On a vraiment eu envie qu'ils puissent se raconter lorsqu'ils se rencontreraient. Et donc, on ne voulait pas non plus nous apporter des détails de leur affaire en y ajoutant ou en prenant le risque d'y ajouter aussi notre propre filtre. Donc, ça a été un choix fait et puis assumé de ne pas leur donner tous ces détails-là. Euh, et ce qui a été super intéressant aussi, c'est pas du tout quelque chose que l'on a forcément cherché, c'est qu'au fur et à mesure de ces entretiens de préparation, en fait, on s'est rendu compte que dans leur récit, dans leur affaire, il y avait eu beaucoup de points communs. La première chose, c'est la pluralité des faits, puisque pour la personne victime, dans son affaire, il y a eu plusieurs auteurs qui ont été condamnés, ce qui a été aussi le cas pour du côté de l'affaire de la personne auteur. Il y a aussi la médiatisation de leur affaire, puisque ces affaires ont été voilà, largement médiatisées, et donc aussi, ça a aussi fait l'objet à la suite d'une récupération, je dirais, politique avec des propos racistes à l'encontre des personnes auteurs dans chacune des affaires, liées notamment à leur origine sociale. Et ça a été un point où chacune des personnes, sans même le savoir lors de la préparation, ont évoqué en expliquant que c'était important pour eux de pouvoir l'aborder et aussi de pouvoir condamner, alors en tant que personne victime et en tant que personne auteur aussi, ces propos qui ont eu lieu et qui ont été tenus dans le cadre de la médiatisation de leur affaire.
Et puis enfin aussi, un point assez, voilà, qui peut peut-être sembler parfois assez normal, entre guillemets, dans des processus de justice restaurative, mais je le dis quand même, c'est la reconnaissance dans la souffrance de l'autre, la reconnaissance dans les répercussions qui sont vécues par l'autre, mais aussi la reconnaissance des conséquences, des répercussions vécues par les autres personnes dans leur affaire. Donc typiquement, la personne victime évoquait le fait qu'elle avait conscience que les auteurs de son affaire, voilà, avaient été condamnés à des lourdes peines, que ce n'était pas uniquement ces auteurs-là qui étaient concernés, qui étaient impactés, mais qu'il y avait aussi tout le cercle familial et social des auteurs qui étaient impactés, notamment un enfant qui ne peut plus voir son père parce que en détention. Et donc ça a été quelque chose qui a été abordé par la personne victime, mais aussi par la personne auteur dans son affaire qui évoquait aussi la souffrance et qui reconnaissait la souffrance vécue par les proches de la personne victime donc, de son affaire. Donc plein de différents points communs que l'on a soulevés, que voilà, on n'est pas parti chercher voilà, ces points communs lors de l'identification de la personne auteur notamment, mais qui ont été amenés de façon très naturelle lors de la préparation et que l'on a du coup aussi retrouvés lors de la rencontre. Avant de vous parler de la rencontre, peut-être juste un petit point, justement, toute cette préparation donc, qui a duré un peu plus de 2 ans pour la personne victime, qui a duré 1 an pour la personne auteur. Je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, mais ça a quand même été bien facilité par les collègues du SPIP de Mâcon qui nous ont toujours accueillis, qui nous ont laissé à disposition un bureau, par les collègues de Rouen, les deux collègues qui ont accompagné à différents moments la personne auteur dans sa détention, mais qui nous ont facilité absolument tout, caler les entretiens, réserver le bureau, prévenir de notre arrivée. Et puis, parce que c'est peut-être pas assez souvent souligné, l'accueil aussi qui nous a été fait par l'établissement et par les surveillants, qui nous ont aussi toujours accompagnés. On a toujours été reçus sans aucune difficulté. On a même eu parfois droit à des questions sur la justice restaurative parce que certains pouvaient s'y intéresser. Donc c'est vrai que tout ça a permis aussi de faciliter tout ce travail de préparation qui a duré quasiment en tout pendant 2 ans, quoi. Un peu plus de 2 ans même. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi, Mounia, et en plus, on se l'est dit tout au long de la préparation, c'est que, alors effectivement, on a accompagné des personnes qui nous ont fait confiance, avec lesquelles aussi on a réussi à, voilà, à instaurer un lien de confiance, mais du coup aussi mutuel, avec lesquels on a été transparent, mais je pense aussi que je sais pas si on peut parler de réussite, mais que si on a réussi à amener cette médiation jusqu'au bout dans de bonnes conditions, c'est qu'effectivement, on nous a aussi permis d'avoir accès à ces bonnes conditions. Et tu le disais à juste titre, hein, tu parlais des collègues qui ont orienté les personnes auteurs, donc qui ont pris le temps de le faire, qui ont pris le temps d'en parler avec elles, les collègues qui ont permis aussi d'avoir accès à la détention, les surveillants qui ont été très respectueux aussi de notre cadre et de la confidentialité aussi de nos échanges. Et donc effectivement, je pense que c'est hyper important de le souligner. Ouais. Mm. Et donc, toute une préparation, comme tu le dis, 2 ans avec la personne victime, 1 an en totalité avec la personne auteur. Et donc, tout ça pour arriver à la rencontre qui a eu lieu du coup en septembre 2025. Alors, sur cette rencontre, initialement, on l'avait projeté en milieu fermé, donc la personne auteur se trouvant incarcérée. Donc, on avait commencé avec la personne victime à explorer et à scénariser, notamment l'entrée dans le milieu fermé, l'enfermement, le bruit, la queue, les familles qui attendent et du coup aussi la violence que ça peut susciter. Donc, on avait commencé un travail autour de ça. Puis on a la personne auteur qui nous dit, bah voilà, moi c'est certes je suis incarcérée, mais j'ai aussi envie qu'on me voit en fait et lors de cet échange qu'on m'identifie pas uniquement en tant que personne détenue. Et donc j'aimerais, s'il y a la possibilité, qu'on puisse organiser cette rencontre en milieu ouvert. Et donc là, Mounia, on s'organise avec Mounia, on s'organise avec les collègues de Mounia, le réseau du service pénitentiaire. Et donc, explique-nous comment on arrive à organiser cette rencontre en milieu ouvert. L'idée déjà du milieu ouvert, c'était d'avoir un endroit qui n'oblige pas l'un des deux à faire trop de route.
Donc on échange avec les collègues de Mâcon parce que c'était à peu près sur ce secteur-là qu'on aurait pu avoir ce lien, ce lieu-là. Et on a un collègue qui nous parle de son lieu de permanence délocalisé, donc là où lui se rend régulièrement pour rencontrer les personnes qui l'accompagnent. L'avantage de ce lieu, c'est que il est connu du service pénitentiaire, donc nous sommes identifiés. Ce n'est pas affiché service pénitentiaire, c'est une association, c'est beaucoup de personnes qui peuvent y aller pour être accompagnées dans tout un tas de sphères différentes de leur vie à différents moments. On me met en lien avec la directrice de l'association qui me rencontre très rapidement, qui me propose une rencontre assez rapidement, qui était un peu déjà sensibilisée à la justice restaurative via le collègue, mais via aussi ses fonctions à elle et l'intérêt qu'elle lui portait tout simplement. Et là, elle nous dit tout de suite, en fait, il n'y a pas de problème. On serait ravis de vous accueillir. Vous nous dites quand, vous nous dites comment. On fait ensemble le tour des locaux pour savoir quelle salle elle pourrait mettre à notre disposition, pour quelle durée. Donc là encore, tout s'est fait assez facilement, en fait, alors que je m'étais dit que ça allait être compliqué de trouver ce lieu-là, d'expliquer aux gens ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, tout en garantissant la confidentialité et l'anonymat des personnes. Et là encore, ça a été facile. Ça a été facile parce que les gens étaient réceptifs. Et au niveau du lieu, on a pu avoir ce lieu neutre avec des espaces, les espaces dont on avait besoin, donc deux espaces distincts, avec un accès à un extérieur quand il y avait besoin ou s'il y avait besoin de prévoir à un moment donné de pouvoir sortir, s'aérer un peu pour l'un ou pour l'autre. Et puis une fois qu'on a le lieu, que c'est validé, on refait appel aux gentils collègues du centre de détention de Roanne pour savoir comment on pourrait organiser du coup la sortie de l'auteur. Dans le cadre de la médiation classique, il y a aussi la visite du lieu avant la rencontre. Donc, c'était pas une permission de sortir à préparer, mais c'était deux. C'était aussi la sensibilisation du magistrat qui rend la décision, qui accorde ou non. Donc ça a été fait. Toute cette partie-là, elle n'a pas été faite par nous, elle a été faite par les collègues de Roanne et notamment le CPI préférent de la personne auteur. Donc encore merci à lui. Et donc, effectivement, on a donc, les demandes de permission de sortie sont anticipées avec le soutien donc, du fameux conseil pénitentiaire. Sont aussi mobilisés du coup des moyens. Donc on remercie aussi la direction du SPIP des milieux fermés puisque ça a sollicité aussi des moyens humains pour euh, transporter donc, et emmener la personne auteur en sortie de détention pour la journée, donc en permission de sortie jusqu'au lieu de la rencontre. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation à ce niveau-là. Euh, et donc a lieu la rencontre. A lieu la rencontre. Alors, pour rappel, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui ont uniquement accès à quelques informations autour de, voilà, de ce qui s'est passé. Encore, à nouveau, c'est encore très succinct. On est beaucoup autour des qualifications juridiques. Ils savent qui ont été les victimes. Mais voilà, c'est très peu. De la même façon, ils ont connaissance de l'âge de l'autre, mais ils ne savent pas à quoi il ressemble. Et donc, Mm. c'est la découverte. C'est la grande découverte pour chacun d'entre eux. Euh, et donc, ils se rencontrent, ils se disent, ils se saluent, et puis la rencontre, elle dure 1h30, 2 heures. Je ne me souviens plus, mais voilà, entre 1h30, 2 heures d'échange, avec bien sûr une pause au milieu, et puis 3 heures. 3 heures, voilà. Donc, 3 heures de rencontre. 3 heures de rencontre. Ouais. 3 heures de rencontre. Et donc effectivement, et les personnes abordent et se racontent leur récit. Rapidement, c'est mis sur la table. Et puis ensuite, petit à petit, les questions des répercussions, de leur vie d'avant, et aussi de leurs projets. Il y a également à un moment donné la volonté d'échanger leurs coordonnées téléphoniques pour poursuivre par la suite, parce que c'est vrai il a été beaucoup question lors de la rencontre des faits, mais petit à petit, en fait, personnes se sont rencontrées vraiment sur le volet de leur humanité, quoi. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de centres d'intérêt en commun et quelque chose qui nous a été dit aussi par la suite par l'un des participants, c'est en fait, soit cette personne, je l'ai rencontrée dans ce cadre-là, mais je me rends compte que j'aurais pu le rencontrer en dehors, quoi. Finalement, il y a plus de choses qui nous lient
en tant que personne. Et il n'y a pas juste le fait d'avoir à un moment donné été concerné par la commission d'un acte. Donc ça a été une rencontre, je dirais, avec Mounia assez forte, hein. Ça a été une rencontre alors humaine, soit, forme de certaines bulles d'humanité aussi à ce moment-là. Mais ça a surtout été, je trouve, une rencontre humaine à différents niveaux, hein. Une rencontre humaine, alors évidemment entre les personnes, aussi une rencontre humaine, je pense pour nous, tout au long de ce processus, ça a quand même 2 ans de préparation. Et donc c'est une rencontre voilà, qui a eu lieu, elle s'est organisée comme on le sait de façon ponctuelle. Les personnes ont pu déposer ce qu'elles souhaitaient déposer. Et finalement, on a, je dirais, eu l'impression qu'à l'issue, que les personnes se connaissaient déjà, quoi. Donc ça a été, je dirais, une très très belle rencontre. Mais Mounia, je te laisse partager ce que tu as vécu. Ouais, bah, je vais juste reprendre peut-être ce que tu as dit. C'est vrai que c'est ce qui a été souligné par les deux personnes qui se sont rencontrées. C'est qu'au final, elles auraient peut-être pu se rencontrer ailleurs et il y aurait quand même eu cet échange et cette véritable rencontre qui s'est déroulée et qui n'était pas forcément évidente au départ. En tout cas, peut-être pas il y a 2 ans et demi. Je pense pas que si on avait imaginé à un moment donné la rencontre, c'est comme ça qu'on l'aurait imaginé. Mais c'est vrai que ce qu'il y avait, c'était de leur part à tous les deux l'attente au niveau de l'humanité des échanges et c'est ce à quoi on a pu assister, en tout cas nous, lors de la rencontre. Ce qui a pu être souligné aussi par les participants, c'est que le protocole de la justice restaurative, il est strict. Il peut paraître parfois pour certaines personnes rigide, ça peut nous être renvoyé. Et au final, ce qui nous a été dit, c'est que malgré la rigidité du cadre qu'on impose, ça a quand même permis d'avoir des échanges naturels et confortables, ce qui n'était pas forcément ce qu'ils auraient pu imaginer au départ. Mais les règles ont permis cette liberté qu'ils ont eue dans leurs échanges, tout en retrouvant leurs attentes comblées, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas atteintes. Et puis il y a aussi des choses qui, enfin, voilà, on respecte la confidentialité, mais des choses aussi assez fortes qui nous ont été dites, comme le fait que mais c'est un processus que les personnes n'oublieront pas. Tout cas, c'est un moment fort de leur vie. Et donc, voilà, ça a été un processus qui n'a pas été vécu comme un processus long, malgré voilà, les mois et les années, mais que ça a été quelque chose, processus marquant finalement aussi dans leur vie. Et puis aussi une personne qui dit voilà qu'il y a certains moments hyper importants, notamment dans l'année pour elle, et l'un de ces moments importants, alors il y a soit la victoire du PSG, mais qu'il y avait aussi, selon lui, bah, cette rencontre-là avec cette personne victime. Moi, je dirais que dans notre rôle d'animatrice, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure un peu plus en amont, alors, soit les outils, la technique, la posture est la même. Il y a certes quelques particularités dont on vous a fait tout à l'heure part. Je pense que ce qui nous a aussi permis de pouvoir, alors soit les accompagner dans de bonnes conditions, c'est ce que tu évoquais, Mounia, c'est d'avoir le soutien qu'on a trouvé partout auprès des services, des conseillers, de la détention, des partenaires extérieurs. Donc ça a été, je pense, un des éléments qui nous a vraiment permis de pouvoir mener tout ça dans de bonnes conditions, mais c'est aussi la relation de confiance que l'on a pu établir avec les personnes, la transparence. Lorsqu'on commence un processus comme celui-là, bah, en fait, on sait pas si on va trouver quelqu'un. Et donc c'est aussi expliquer enfin, ici du coup à la personne victime, puisque c'est elle qui a été à l'origine un peu de cette initiative-là, euh, expliquer qu'on va pouvoir l'accompagner, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi notre binôme à nous, puisque pour rappel, Mounia et moi, donc déjà, on n'a pas le même poste, on n'est pas, voilà, on n'a pas les mêmes missions, et surtout, on travaille pas ensemble, voilà, on est même géographiquement pas au même endroit. Et donc, je pense que ce qui nous a aussi beaucoup facilité entre nous, c'est cette communication en amont, en aval, et le fait de se faire aussi confiance. Et puis, je dirais, peut-être pour clôturer ma prise de parole, c'est dire que même si ici on était des personnes qui n'étaient pas liées par la même affaire, finalement, en fait, on a trouvé qu'elle s'était finalement choisie indirectement et sans s'en rendre compte. Choisie dans le fait de déjà vouloir
bah, accepter de rentrer dans ce dispositif-là avec l'autre, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte du nombre de points communs entre elles et du fait qu'à nouveau, ce qui les liait, c'était plutôt bah, cette humanité en fait qui les représentait. Mounia, tu souhaites ajouter quelque chose? Alors, peut-être juste une chose, si vous devez animer avec un binôme que vous connaissez pas, allez-y quand même. Tentez-le parce que vous allez forcément vous retrouver sur certaines choses, déjà sur l'intérêt de la justice restaurative. Et puis c'est vrai qu'avec Déborah, même si on se connaissait pas et qu'il y avait cette distance qui aurait pu compliquer les choses, même si ça n'a pas été le cas, le fait de toujours échanger, la transparence qu'on a avec les participants, on l'a eu aussi l'une avec l'autre, à se faire des points avant les entretiens, à s'en faire après, entre chaque entretien de préparation, on s'est toujours suivi en fait et la communication a quand même aussi facilité beaucoup de choses, alors qu'au départ, il y a 2 ans et demi, on se connaissait pas, on s'était jamais vu et ça n'a pas gêné. Ça n'a pas gêné du tout. Bon, ravi de savoir, Mounia, que tu as aussi très bien vécu la cohabitation. Mais voilà, peut-être pour clôturer, voilà, dernier remerciement du coup pour les collègues CEPIP qui ont orienté, le service du milieu ouvert de Mâcon qui nous ont à chaque fois permis d'avoir accès à leurs locaux sans difficulté pour nous entretenir avec la personne victime, le CEPIP référent de la personne auteur au centre de détention de Roanne. Aussi ces collègues qui nous ont permis, voilà, qui ont été d'un soutien logistique au moment de la rencontre, l'établissement pénitentiaire et les surveillants, le magistrat aussi qui, même s'il y a toujours cette notion de confidentialité, a quand même soutenu en autorisant ces permissions de sortie. J'ai bientôt fini, hein. L'association Le Pont à Paray-le-Monial pour l'accès aux locaux. Et puis, je crois que c'est tout. Et merci évidemment bah, aux personnes que l'on a accompagnées pour cette confiance sur les 2 dernières années. Je crois que nous avons des questions. Ouais. Alors, Alors, la première question, y a-t-il eu une demande de photos en amont? Est-ce que ça aurait été possible? Alors, je nous, me non. demande. Vas-y, vas-y. Il y aurait pu avoir cette question-là. Elle peut se dérouler dans n'importe quelle médiation, que ce soit direct ou pas d'ailleurs. S'il y avait eu cette question, en fait, on aurait tout simplement demandé l'accord aux personnes. Et c'est elles qui décident de toute façon. C'est elles qui choisissent si elles souhaitent avoir la photo, si elles souhaitent en diffuser une ou pas. Ouais, tout à fait. Je n'ai rien à ajouter. Ensuite, on a une observation. Pourquoi appelez-vous ça une médiation? Une médiation vise à concilier ou à réconcilier deux parties. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je me permets de répondre. Alors, dans les dispositifs de justice restaurative, il existe ce qu'on appelle effectivement la médiation restaurative. Alors, effectivement, sur la définition même de médiation, l'objectif, en tout cas dans la justice restaurative, n'est pas de concilier ou de réconcilier les deux parties. Donc sur ça, je vous rejoins. Aujourd'hui, on appelle ça une médiation restaurative puisque c'est la circulaire d'application de la loi datant de 2017 qui définit ce concept enfin, sous la dénomination de médiation restaurative. Donc, nous, aujourd'hui, on en parle comme dialogue entre un victime, auteur non lié, mais c'est vrai que, étant donné qu'on applique sur le terrain la notion de médiation restaurative, aujourd'hui, on parle aussi parfois, lorsqu'on parle de cette expérience-là, en tout cas de cette modalité de médiation indirecte. Il y a une Question. question sur le rythme des entretiens de préparation. Euh, on n'a pas au départ un rythme qui est prédéfini par un protocole. Le rythme, il dépend des personnes, mais en gros, pour répondre à la question, on a rencontré à 9 reprises la personne victime, plus une 10e fois avec la visite des locaux où auront lieu la rencontre avec la personne auteur. Et on a rencontré à 4 reprises la personne auteur et une 5e rencontre aussi, pareil, pour la visite du lieu de rencontre. Le rythme en soi, il dépend des personnes. C'est aussi pour ça que c'est une médiation qui a commencé en mai 2023 et qui s'est terminée en septembre 2025. C'est que les entretiens, on n'a pas une exigence
qui nous dit la personne, elle doit être vue une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Elle dépend de l'emploi du temps de la personne, de ce qui peut se passer dans sa vie, de nos emplois du temps aussi à nous qu'on doit pouvoir concilier. Donc en soi, il n'y a pas une fréquence de précise. Le rythme, c'est celui des personnes de toute façon. Dans la préparation de la médiation, on sait quand on la commence, on ne sait pas forcément quand on l'arrête. S'il y a besoin d'une préparation pendant 6 mois, et ben pendant 6 mois, on va préparer la personne. S'il faut 2 ans, s'il en faut plus, et ben on va prendre plus de temps. Et puis la temporalité, c'est aussi quelque chose qui a été abordé avec la personne auteur, puisque on le rappelle, la personne auteur, donc il y a eu 2 ans en tout, 2 ans, donc 2 ans en tout. Et puis avec la personne auteur, Monia, tu le disais, il y a eu moins d'entretiens de préparation. Mm, Et donc la question de la temporalité a aussi été abordée avec lui. Et puis ça a été quelque chose qui a tout à fait été accepté comme un élément sur lequel en fait on n'a pas forcément la main. En fait, ça dépend des personnes. Et donc je trouve qu'on n'a pas du tout de difficulté par rapport à cette notion-là de temporalité. mm. Hum, une autre question. Pourquoi le critère des faits récents ou anciens commis par l'auteur est important? Alors, c'est pas qu'il est important, c'est juste que nous, en tant qu'animatrice, au moment d'aller identifier le profil d'un auteur, en fait, on est amené à poser plusieurs questions, et notamment celle-ci. On pourrait peut-être penser en fonction des situations, des personnes, des attentes des personnes, euh, que ça peut être un élément important. Par exemple, quelqu'un qui a commis des faits il y a 25 ans, alors même que dans notre affaire, c'était il y a, c'est un exemple, 3 ans, peut-être on pourrait rechercher une similarité ou une temporalité euh, plus récente ou pas. En fait, ça dépend et donc c'est une question que l'on pose comme celle que l'on a posée autour du genre, de l'âge, du stade procédural. Mm. Il y a une question sur un feedback. Avez-vous un feedback plus détaillé de la rencontre et de ce que chacun en a retiré? Alors oui, on a un feedback détaillé pour chacun des participants. Ça fait partie du protocole de médiation restaurative, que ce soit direct ou indirect. Après la rencontre, on les voit chacun séparément pour savoir justement comment ils vont, quel bilan ils font de la rencontre, mais aussi de tout le processus de préparation. Donc ça, oui, on en a. Ce qu'ils en ont retiré, oui, on l'a aussi. Mais comme on vous l'a dit au départ, par souci de confidentialité, ça, on ne le transmettra pas. Sinon, les quelques éléments qu'on a pu vous partager tout à l'heure. Pareil, un peu sur la même thématique, on nous demande si nous connaissons, enfin, savez-vous déjà ce que chacun a retiré de cette rencontre? Où va-t-il y avoir un compte-rendu de l'observatoire? Donc, tu as partiellement répondu, Mounia. En ce qui concerne l'observatoire, donc des pratiques de l'IFJR, de l'Institut français pour la justice restaurative, les personnes ont donné leur accord pour témoigner en fait de leur participation, bien sûr tout en respectant la confidentialité de l'échange de la rencontre. Mais donc, c'est quelque chose effectivement qui va avoir lieu et l'observatoire, il me semble, est déjà en lien avec, individuellement, hein, avec ces personnes. Mounia, Euh, une autre question. Est-ce que Mounia et Déborah se sont déplacées pour qu'elles soient en présentiel pour chaque entretien de préparation? Oui, on s'est déplacé en présentiel. À chaque fois, c'est vrai que on a peut-être fait un en visio avec la personne victime. Mais pour tous les autres entretiens, on s'est déplacé au plus proche du domicile de la victime et on s'est déplacé en détention pour rencontrer l'auteur. Donc, ce qui a supposé de l'organisation, mais du coup aussi beaucoup d'allers-retours, beaucoup de temps. Question, une demande non liée est-elle envisageable si elle vient d'un auteur? Alors oui, oui, en fait, c'est juste que la situation a été traitée, c'est la personne victime qui nous a contactés, mais effectivement, en fait, c'est indépendamment du statut de la personne, qu'elle soit auteur ou victime, demande de médiation, qu'elle soit classique ou non liée, peut évidemment être accompagnée. Une autre question, est-ce que les profils des victimes étaient proches et est-ce que cela était important comme critère? Pas compris la question.
Peut-être nous préciser ce que vous entendez par proche, parce qu'en soi, les critères qui étaient importants pour l'un et l'autre, on les a définis avec eux. On les a d'abord définis avec la personne victime, puisque c'est elle qui est à l'initiative de la demande. Donc on sait ce qu'elle aimerait avoir comme critère en face d'elle. Après, en termes de proches, là, ouais, si vous pouvez préciser votre question, mais les critères, c'est eux qui les définissent. Donc nous, on part des critères que eux ont fixés. Ils auraient pu nous dire, la victime, comme elle a l'initiative, elle aurait pu nous dire, moi, je veux absolument quelqu'un qui a entre tel et tel âge, par exemple. Alors, Ça faisait on pas a- spécialement partie de ces critères, mais si ça avait été le cas, eh ben, on aurait orienté là-dessus aussi. alors, il y a la personne qui a posé la question a précisé sa question, et Ah, donc, si la question pourra se passer, est-ce que les profils des victimes étaient proches et est-ce que cela est important comme critère? Et donc, lorsqu'elle parle de des victimes, c'est que la victime se reconnaisse dans les victimes de l'auteur, de l'auteur, du coup, qu'elle a rencontré. d'accord. Bah, du coup, non, en fait, à nouveau, nous, le point de départ, c'est euh, qu'est-ce qui est important? Donc là, pour le coup, c'est la personne victime. Qu'est-ce qui était important pour elle dans le profil? Après, en ce qui concerne l'affaire, si ça avait été un élément important, le fait de se sentir euh, qu'il y ait des points similaires avec la victime donc de l'auteur en question, donc participant au processus, on aurait pu l'aborder, mais là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Mais effectivement, si ça avait été un élément important, on l'aurait bien sûr pris en compte. L'idée étant toujours de préparer une rencontre qui puisse avoir donc, lieu dans de bonnes conditions, ça vous l'avez compris, mais qui soit, je sais pas si on peut dire, ce qui vienne satisfaire les attentes des personnes, mais en tout cas qui vienne pas recréer de la violence. Et donc, pour nous, c'est effectivement hyper important de suivre et respecter les conditions, en tout cas les critères qui ont été identifiés en amont. Euh, Il y a une question sur la façon dont la victime nous a contactés. En fait, elle a contacté le SPIP, le service pénitentiaire de Mâcon. Ça s'est fait comme ça pour cette personne, mais on a des demandes qui peuvent parfois venir de France Victime, qui peuvent parfois venir directement de l'IFJR et qui contactent la personne formée la plus proche géographiquement de la personne à l'initiative de la demande. Il n'y a pas de règle en soi pour être orienté ou pour solliciter la justice restaurative. Là, ça s'est fait comme ça. une autre question, quels freins ou points de blocage avez-vous rencontrés au cours du processus? La grève des trains? Oui, bah, non, mais disons on a eu, c'est ce qu'on vous disait, en fait, on a été soutenu, on a beaucoup été soutenu dans ce processus-là. Euh, je dirais que aussi le fait d'avoir accompagné des personnes qui étaient assez au clair sur leurs attentes euh, et hyper volontaire, ça forcément, et aussi, chose qu'on n'a pas encore dite, mais très respectueuse aussi du cadre. C'est-à-dire que tout au long, on leur a dit, bah, écoutez, il y a soit de votre volontariat, mais nous, en tant qu'animatrice, on a aussi un rôle par rapport au respect, en fait, de la sécurité. Et donc, aussi, il pourrait, en fait, en fonction des situations, il est aussi possible pour nous en fait, de prendre la décision de mettre sur pause ou d'arrêter un processus qui serait en train d'être préparé. Et donc ça a été une éventualité qui a été acceptée en fait par les personnes. Et donc je pense que l'un des, à nouveau je peux pas parler de succès, mais ce qui nous a facilité, beaucoup facilité, c'est ce respect aussi du cadre de la part des participants. On vous demande, y a-t-il des initiatives similaires à l'étranger et comment sont-elles différentes de celles proposées en France? Alors oui, donc oui, il y a des initiatives. Donc on n'est évidemment pas le seul pays à mettre en œuvre de la justice restaurative. Ces initiatives plutôt indirectes sont aussi mises en place à l'étranger. Je pense notamment au Canada ou en Belgique. Après, la différence, c'est qu'on n'est pas du tout sur on n'a pas le même cadre légal, mais disons que ces dispositifs existent aussi dans d'autres pays. Autre question, combien y a-t-il eu de rencontres avec la personne victime avant de définir le profil de l'auteur?
On a vu. Alors, exactement, je pourrais pas vous donner le chiffre parce que on, pour cette médiation, on a déjà un peu expliqué lors des premiers entretiens ce qu'était la justice restaurative, la particularité de la médiation indirecte, la place de la temporalité. Donc, on n'arrive pas forcément tout de suite à définir un peu les critères qui sont importants pour la personne victime. On a pris le temps nécessaire. Peut-être que la réponse n'est pas assez précise, mais c'est vraiment le principe de la médiation, c'est qu'on avance au rythme de la personne. Je dirais qu'on a dû la rencontrer peut-être 4 ou 5 fois pour pouvoir affiner aussi ce qui était important, parce que forcément, nous, au cours de la préparation, on explore énormément de choses. Il y a beaucoup de choses peut-être auxquelles les gens n'ont pas pensé. Donc, c'est important aussi de leur laisser le temps de se dire, OK, là, voilà ce à quoi j'ai pensé, voilà ce qui pour moi est important ou un peu moins important, ce que je ne veux surtout pas avoir en face de moi. Et puis, il faut laisser le temps à la personne de pouvoir y repenser, éventuellement y revenir et de nous se refaire un point. Donc, c'est pas tant en termes de nombre de rencontres, c'est pas ça qui compte. C'est si la personne, elle est claire avec ce qu'elle a choisi au départ et puis qu'elle a le droit de changer d'avis. Elle a le droit d'évoluer et ça, on doit le prendre en compte. Donc, même si les critères avaient pu être définis clairement au cours d'un entretien, les entretiens suivants, on peut revenir dessus. Est-ce que c'est toujours OK? Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme changement? On revient dessus de toute façon. Donc, il n'y a pas vraiment un moment où on se dit, OK, après tant d'entretiens, il faut qu'on ait les critères définis et on revient plus dessus. Non, ça bouge. Ça peut bouger en tout cas. La porte est ouverte à la personne si elle le souhaite. Dernière question, on va peut-être procéder aux dernières. Victimes auteurs se sont-ils sentis apaisés à l'issue de la médiation restaurative? Alors, pour rappel ici, donc on n'était pas sur les mêmes faits, enfin sur la même affaire, donc effectivement peut-être qu'en termes d'attente, les attentes n'étaient pas hyper précises, liées vraiment à l'affaire qui avait été, voilà, aux faits qui ont été commis. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que ils se sont vraiment découverts à l'issue, comme je disais, dans leur humanité. Je dirais qu'il y a eu création de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est créé lors de cette rencontre-là. Il y a vraiment eu une rencontre au terme, enfin, avec un R majuscule, quoi. Ils se sont rencontrés. Et ça, on l'a beaucoup aussi senti lorsqu'on a fait avec Mounia notre bilan 2 mois après la rencontre. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Mm. Où chacun individuellement nous l'a dit, il nous a dit à quel point il trouvait l'autre courageux, qu'il était, voilà, que ça avait été une vraie rencontre humaine. Donc, Et puis une peut-on, je dernière. ne sais pas si on Ouais. peut parler d'apaisement, mais en tout cas, on peut parler d'effets positifs, oui. Peut-être une dernière question parce que il y a quelqu'un qui évoque le fait qu'on n'a pas travaillé en présentant les attentes de l'un et l'autre et du coup, si jamais ça avait été incompatible, en gros, est-ce que ça aurait pu poser une difficulté? En soi, que ce soit une médiation directe ou indirecte, à partir du moment où les attentes sont trop éloignées entre les participants, de toute façon, c'est nous qui nous serions permis de dire, bah là, on n'y va pas. Soit on prépare les gens à ce qu'il y ait des attentes différentes, et dans ce cas-là, c'est possible, soit les attentes sont vraiment différentes et incompatibles, et dans ce cas-là, les participants ne sont plus en sécurité, et c'est notre rôle d'animatrice de dire, là, en fait, on ne pourra pas aller au bout du processus. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Dans tous les cas, on reprendra toutes les questions qui ont été posées, même celles sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse par manque de temps. Donc, on vous enverra tout ça par mail dans les prochains jours. Euh, je remercie Mounia pour voilà, d'avoir été mon animatrice pendant cette médiation, ce dialogue non lié. Ça a été une très très belle expérience humaine, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Donc merci beaucoup à toi Mounia et merci bien sûr aux participants d'avoir accepté notre accompagnement. Tout pareil que toi. Olé. Voilà, merci à tout le monde et merci aux collègues qui nous ont soutenus du début à la fin. Et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire.
Yavière, donc vous le savez, propose régulièrement des webinaires, donc n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire à la newsletter. Et puis d'ici le prochain, on vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Merci. Belle journée, au revoir.